Le jour où mon père a été enterré, la maison était plus silencieuse qu'elle ne l'avait jamais été. Pas une seule âme n'a pris la peine de frapper à ma porte ou de me prévenir quand il partait. Je n'ai découvert que les funérailles avaient déjà eu lieu qu'en entrant dans le salon et en voyant les costumes noirs revenir. Ma mère essuyant des larmes soigneusement répétées, ses yeux ont croisé les miens, et tout ce qu'elle a dit fut « Ce n'était pas ta place aujourd'hui, Rémi ». Je suis resté là, paralysé, l'incrédulité me déchirant la poitrine. Pas d'adieu final. Aucune chance de toucher le cercueil, de murmurer des choses que je n'avais jamais pu dire. Ma mère m'avait enlevé cela aussi facilement qu'on prend un verre sur une table. Mes frères, Philippe et Édouard, sont passés devant moi comme si j'étais un fantôme, une ombre trop gênante pour être reconnue. Il n'y eut aucune discussion, aucune explication, juste le silence qu'ils partageaient. La maison de Neuilly-sur-Seine, où j'ai grandi, m'a soudain semblé un lieu étranger. Les murs qui avaient été témoins de mon enfance semblaient maintenant contenir des secrets, des chuchotements que je ne pouvais déchiffrer. L'odeur du café fort que mon père prenait toujours flottait encore dans la cuisine. Monsieur Antoine, notre majordome depuis plus de 20 ans, m'a regardé avec pitié, mais a rapidement détourné le regard quand ma mère est entrée dans la pièce. Ce soir-là, je me suis assis seul dans ma chambre, regardant la seule photo que j'avais de mon père et moi, prise quand j'avais 10 ans, sur la plage de Deauville, où nous passions nos vacances chaque mois d'août. Je me suis souvenu de l'odeur de pain et de tabac de ses mains, de la façon dont il m'avait appris à pêcher lors de ces matins brumeux, de la façon dont il disait toujours que j'étais son reflet en mieux. J'ai murmuré des excuses dans le noir, lui promettant que je trouverais un moyen de remettre les choses en ordre. Et dans cette promesse, quelque chose en moi a changé. J'ai passé la nuit à me remémorer les derniers mois. Papa, Charles-Édouard Martin, avait été diagnostiqué d'un cancer en phase terminale il y a près d'1 an. Au début, nous étions tous à ses côtés, mais au fil des mois et à mesure qu'il s'affaiblissait, je fus le seul à rester. Tandis que ma mère, Régine, passait plus de temps avec ses amis du club et que mes frères s'occupaient de leur propre vie à Paris. J'ai quitté mon emploi dans l'entreprise de construction pour rester avec lui. « Tu n'as pas besoin de faire ça, mon fils », disait-il, toujours inquiet pour moi-même au seuil de la mort. Mais je devais le faire. C'était mon père, l'homme qui m'avait appris à faire du vélo sur les quais de Seine un dimanche matin, qui m'avait emmené à mon premier match du PSG, qui avait pleuré en cachette lorsque j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur. Les nuits étaient les pires. Il avait du mal à respirer et je restais souvent éveillé, assis à côté de son lit, juste pour m'assurer qu'il respirait encore. Parfois, entre 2 médicaments, il racontait des histoires de son enfance en Bourgogne, de la façon dont il était venu à Paris avec une seule valise de vêtements et un rêve. « J'ai construit tout ça à partir de rien », murmurait-il, regardant par la fenêtre les jardins du manoir. Ma mère apparaissait de temps en temps, toujours trop parfumée, toujours pressée. « Je ne supporte pas de le voir comme ça », se justifiait-elle, mais je savais qu'il y avait plus. Leur mariage s'était refroidi depuis des années, maintenu uniquement par les apparences et le confort financier que mon père offrait. Philippe et Édouard appelaient occasionnellement, mais les visites étaient rares, toujours marquées par des regards impatients vers la montre. La dernière semaine, quand les médecins ont dit que c'était une question de jours, j'ai passé chaque instant à ses côtés. Une nuit, alors que j'ajustais son oreiller, il a saisi mon bras avec une force surprenante. « Rémi, dit-il, sa voix un fil, tu es le seul qui soit resté, le seul qui a vu l'homme, pas l'argent. » Je n'ai pas complètement compris ce qu'il voulait dire à ce moment-là. J'ai pensé que c'était juste le délire de la morphine. Et puis il est parti, par une froide aube de juin tandis que Paris dormait sous un fin crachin typique de la ville. Je lui tenais la main quand il a rendu son dernier soupir. J'ai immédiatement appelé ma mère, mais elle n'a pas répondu. J'ai envoyé un message à mes frères, mais n'ai reçu que des réponses brèves des heures plus tard. Quand ils sont finalement arrivés, tout a changé. Ma mère a pris le contrôle total, parlant avec l'hôpital, avec les pompes funèbres. Mes opinions étaient ignorées, mes suggestions rejetées. « Tu as déjà fait ta part », dit-elle, avec ce sourire froid qu'elle utilisait toujours quand elle voulait me rabaisser. « Maintenant, laisse la famille s'occuper du reste. » Famille.
comme si je n'en faisais pas partie. Comme si les mois que j'avais passés aux côtés de mon père, à essuyer sa sueur, à l'aider à marcher quand ses jambes flanchaient, à écouter ses histoires répétées, parce qu'il oubliait qu'il les avait déjà racontées, comme si tout cela ne signifiait rien. Et, puis est venu le jour des funérailles. Ou plutôt le jour où j'ai découvert que les funérailles avaient déjà eu lieu. Un événement privé, selon ma mère. Juste pour les plus proches, a-t-elle expliqué, comme si j'étais un étranger. La colère m'est montée à la gorge comme de l'acide, mais la voix de mon père a résonné dans mon esprit. Garde ton calme quand le monde te tourne le dos. La dignité est la dernière chose qu'on peut enlever à un homme. Alors j'ai ravalé ma colère et me suis retiré dans ma chambre, cette même chambre où j'ai grandi, où mon père me racontait des histoires avant de dormir. J'ai regardé la photo de nous deux, son sourire sincère, et j'ai promis que, d'une manière ou d'une autre, je remettrai les choses en ordre. Non par vengeance mais par justice. Parce que mon père méritait mieux que d'être réduit à un héritage à se disputer. Il méritait qu'on se souvienne de lui comme l'homme qu'il était. Imparfait, oui, mais authentique dans son amour. Le soir suivant, ma mère et mes deux frères se sont réunis dans le bureau pour la lecture du testament. La porte était déjà à moitié fermée quand je me suis approché, mais je pouvais entendre des rires à l'intérieur. Trop forts, trop légers pour un moment empreint de deuil. Quand je suis arrivé à la porte, ma mère s'est levée, la bloquant avec les bras croisés et ce sourire permanent qu'elle avait perfectionné depuis que j'étais enfant. Cette réunion est réservée aux membres de la famille mentionnés dans le testament, dit-elle, sa voix glaciale. Mes frères ne m'ont même pas regardé. Elle s'est retournée et a fermé la porte, me laissant face au bois poli, la poignée tremblant encore de son contact. Je n'ai pas frappé à nouveau. Je n'ai pas élevé la voix ni discuté. Au lieu de cela, je suis parti calme et silencieux. Exactement comme mon père m'avait appris à l'être quand le monde devenait cruel. Je suis allé à mon bureau, j'ai ouvert le tiroir, et j'ai pris les documents que j'avais gardés cachés pendant des semaines. La vérité que j'attendais de révéler. Je les ai mis dans une simple enveloppe, et je suis retourné dans le couloir. Quand la porte s'est rouverte, et que j'ai vu son expression, suffisante, je n'ai rien dit, j'ai tendu les papiers à l'avocat et j'ai attendu. Me Mendonça, un homme d'âge mûr avec des lunettes à monture épaisse qui travaillait pour notre famille depuis des décennies, était le genre d'avocat qui inspirait une confiance instantanée. Il me connaissait depuis l'enfance et m'avait toujours traité avec respect. Ce soir-là, cependant, son professionnalisme était mis à rude épreuve. Je pouvais voir l'inconfort dans sa posture alors que ma mère le traitait comme un simple messager. « Ah, Rémi, quel dommage que tu aies manqué la partie principale », dit ma mère quand elle me vit debout dans le couloir après la réunion. Elle portait ce parfum français capiteux que mon père détestait secrètement. « Mais ne t'inquiète pas, ton père t'a laissé une petite pension. Rien de très significatif, bien sûr, mais assez pour que tu continues, eh bien, à faire ce que tu fais. » Philippe et Édouard étaient derrière elle, tous deux avec ce regard de supériorité qu'ils avaient perfectionné au fil des ans. Philippe, l'aîné, gérait une partie des affaires de mon père depuis quelques années, bien que nous sachions tous qu'il passait plus de temps au Racing Club qu'au bureau. Édouard, le cadet, avait créé sa propre agence de marketing digital avec l'argent de mon père. Une agence qui, commodément, fournissait des services très coûteux aux entreprises familiales. « On va fêter ça à l'Ambroisie plus tard », commenta Édouard en passant devant moi comme si j'étais invisible. « Tu ne vas pas croire ce que le vieux nous a laissé. » Le vieux. C'est ainsi qu'ils parlèrent de notre père quand ils pensaient que personne n'écoutait. Pour eux, Charles-Édouard Martin n'était qu'une source de revenus, un obstacle qui avait enfin été écarté. J'ai respiré profondément, me souvenant à nouveau du conseil de mon père. La patience est la vertu. T'es fort. Rémi, attends le bon moment et agis avec précision. Le moment était venu. J'ai tendu l'enveloppe à Me Mendonça, qui l'a pris avec une expression confuse. « Qu'est-ce que c'est » demanda ma mère, son ton passant instantanément du triomphe à la méfiance. « Quelque chose que votre mari aurait souhaité que vous considériez » répondis-je calmement. Me Mendonça ouvrit l'enveloppe sans un mot, s'attendant à une protestation futile. Mais quand il déplia la première page, la couleur quitta visiblement son visage. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, tandis qu'il examinait les documents, ses yeux, parcourant les lignes comme quelqu'un lisant une condamnation à mort.
Ma mère remarqua le changement la première. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle en s'avançant. La pièce tomba dans un silence complet. Mes frères se penchèrent. L'avocat lut à voix haute l'entête. Testament modificatif de Charles-Édouard Martin, daté de 3 semaines avant sa mort. Entièrement authentifié par notaire, avec mon nom sur la première page. Pendant ces dernières semaines, alors que je m'occupais de mon père, nous avions beaucoup parlé de l'avenir. Il savait ce qui se passait dans la famille. Il n'était pas naïf. Une nuit, alors que je l'aidais avec ses médicaments, il a avoué « Il pense que je suis aveugle, Rémi. Il pense que je ne vois pas comment ils n'apparaissent que lorsqu'ils ont besoin d'argent. Comment ta mère ne me rend visite que lorsqu'elle veut un nouveau bijou ou un voyage ?» Je n'ai rien répondu à ce moment-là. Je lui ai juste tenu la main. Mais il a continué. J'observe depuis des années. Philippe détournant de l'argent des entreprises, Édouard utilisant notre structure à son propre avantage, ta mère. Eh bien, ta mère a cessé de m'aimer il y a longtemps, si tant est qu'elle m'ait jamais aimé. J'ai essayé d'argumenter, de dire qu'il était trop dur, mais il m'a interrompu. Non, mon fils, je suis mourant, je ne peux plus me permettre des mensonges réconfortants. La vérité est que j'ai permis cela. J'ai permis qu'ils deviennent ainsi, en donnant toujours tout sans exiger de responsabilité. C'est cette même nuit qu'il a mentionné son plan. Je vais arranger ça, Rémi. Pas pour moi, il est trop tard pour moi, mais pour toi et pour l'héritage que j'ai construit. Je ne veux pas que tout ce pourquoi j'ai travaillé soit gaspillé par ceux qui ne valorisent rien d'autre que l'argent. 2 semaines plus tard, il m'a demandé de l'emmener chez un notaire dans le centre de Paris. Il était faible mais déterminé. J'ai attendu dans la voiture pendant que, appuyé sur sa canne et accompagné de son assistant personnel, il entrait dans l'immeuble. 1 heure plus tard, il est revenu avec une enveloppe scellée. « Garde ça, dit-il. Ouvre-la seulement après mon départ, et seulement si c'est nécessaire. » Ses yeux révélaient un mélange de tristesse et de résolution. J'ai gardé l'enveloppe comme il me l'avait demandé, sans poser de questions. Une partie de moi espérait ne jamais avoir à l'ouvrir, que d'une manière ou d'une autre ma famille trouverait la décence après sa mort. Mais je les connaissais trop bien pour y croire vraiment. Et maintenant j'étais là, à observer le visage de May Mendonça, alors qu'il absorbait le contenu du document que je venais de lui remettre. Il me regarda brièvement, comme pour confirmer quelque chose qu'il avait toujours soupçonné. Ma mère, impatiente, lui arracha les papiers des mains. « Ça ne peut pas être vrai, » murmura-t-elle, ses yeux parcourant frénétiquement les pages. « C'est un faux. Tu as forcé Charles à signer ça quand il était drogué à la morphine ?» Philippe lui prit les papiers et commença à les lire, son visage passant de la confusion à la colère. Édouard resta paralysé, incapable de comprendre ce qui se passait. « Tout est en ordre, » dit May Mendonça, retrouvant son sang-froid professionnel. « Je reconnais la signature de M. Martin, et le document a été dûment enregistré et authentifié. »« C'est impossible, » insista ma mère, sa voix montant d'une octave. « Charles ne nous aurait jamais fait ça. Tu as dû le manipuler, Rémi. Tu as toujours été son favori. Toujours à manipuler, toujours. » Régine l'interrompit fermement May Mendonça, ce qu'il faisait rarement. Le document est légitime, et il y a plus. Il se tourna vers moi, tendant la main. « Avez-vous la clé USB mentionnée ici ?» J'ai hoché la tête et lui ai donné le petit appareil qui était également dans l'enveloppe que mon père m'avait donnée. May Mendonça a pris son ordinateur portable, a inséré la clé USB et après quelques instants, a tourné l'écran pour que tout le monde puisse voir. Là était mon père, assis dans son fauteuil préféré, visiblement faible mais les yeux clairs et la voix ferme. La date apparaissait dans le coin de l'écran, exactement 3 semaines avant sa mort. Moi, Charles-Édouard Martin, en pleine possession de mes facultés mentales, je fais cet enregistrement comme témoignage supplémentaire de ma volonté, exprimée dans le testament révisé daté d'aujourd'hui. La pièce tomba dans un silence de sépulcre tandis que mon père, d'outre-tombe, expliquait ses décisions. L'héritage, les entreprises, la maison, tout avait été réorganisé. Je n'étais pas le seul bénéficiaire, mais j'avais maintenant le contrôle majoritaire. Sur presque tout, mes frères et ma mère recevraient un revenu mensuel, mais le contrôle des affaires et du patrimoine serait entre mes mains. Quand la vidéo s'est terminée,
Ma mère était assise, semblant avoir vieilli de 10 ans en 10 minutes. Philippe a donné un coup de poing dans le mur, provoquant un bruit sourd qui a résonné dans la maison. Édouard me fixait simplement comme s'il me voyait pour la première fois. Me Mendonça tout sauta, essayant de retrouver son calme professionnel. Ses yeux, derrière ses lunettes à monture épaisse, évitaient le contact direct avec chacun de nous. 20 ans au service de la famille Martin, et maintenant il se trouvait à l'épicentre d'un tremblement de terre familial. « Je dois demander à tout le monde de s'asseoir », dit-il finalement. « Le document que j'ai en main est juridiquement contraignant et remplace complètement le testament que nous venons de lire. »« C'est ridicule », explosa Philippe, le visage rouge de colère. Il avait toujours eu ce tempérament explosif, depuis l'enfance. Ce document est évidemment un faux. Papa ne nous aurait jamais fait ça. Rémi a dû le manipuler quand il était faible, malade. Le document est dûment enregistré auprès de l'étude notariale de Meudebois à Paris. Puis interrompit me Mendonça, sa voix maintenant ferme. La signature a été reconnue et attestée par 2 personnes sans lien avec la famille. Et plus important encore, il y a une vidéo complémentaire. Ma mère, qui jusqu'à ce moment semblait pétrifiée, retrouva enfin sa voix. Vidéo ? Quelle vidéo ? Son ton était un mélange de désespoir et d'incrédulité. Sans un mot, je sortis de ma poche la clé USB que mon père m'avait remise et la posai sur la table. Me Mendonça la prit, la brancha sur son ordinateur portable et tourna l'écran pour que tout le monde puisse voir. L'image de mon père apparut, assis dans son fauteuil préféré dans sa maison de campagne près de Fontainebleau. Il était visiblement affaibli par la maladie, mais ses yeux avaient cette clarté et cette détermination que je connaissais si bien. La date dans le coin inférieur de l'écran ne laissait aucun doute, 3 semaines avant sa mort. Moi, Charles-Édouard Martin, commença mon père, sa voix étonnamment ferme. Étant en pleine possession de mes facultés mentales, j'enregistre cette vidéo comme témoignage de ma dernière volonté, exprimée dans le testament révisé et signé aujourd'hui. Il fit une pause, but une gorgée d'eau et poursuivit. Au cours des derniers mois de ma vie, j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir à ce que j'ai construit et, plus important encore, à ce qui compte vraiment. J'ai réalisé que ma plus grande erreur a été de ne pas avoir vu ce qui se passait juste sous mon nez. À ce moment, la caméra se rapprocha légèrement de son visage, capturant le mélange de tristesse et de résolution dans ses yeux. « Régine, » dit-il s'adressant directement à ma mère, « au cours des 15 dernières années de notre mariage, tu t'es de plus en plus éloignée. Je ne te blâme pas entièrement. J'étais occupé à construire un empire et j'ai peut-être négligé notre relation. Mais pendant que je luttais contre cette maladie, tu as rarement été à mes côtés. J'ai passé des nuits seul, avec seulement des infirmières payées pour me tenir compagnie pendant que tu étais à New York, à Londres, dans tes interminables voyages. » Ma mère laissa échapper un son étouffé, un mélange de surprise et d'indignation. Dans la vidéo, mon père continua. « Philippe et Édouard, mes fils, je vous ai donné toutes les opportunités que je n'ai jamais eues. L'éducation dans les meilleures écoles, les contacts, l'argent. Et en retour, qu'ai-je reçu ? Philippe, tu crois que je ne suis pas au courant des détournements d'argent, dans les entreprises, des contrats surévalués avec tes amis ? Et toi, Édouard, utilisant les ressources de la famille pour soutenir un style de vie qui ne correspond à aucun travail réel ? » Mes frères étaient pétrifiés, leurs visages alternant entre le choc et la honte. Mais Rémi, mon père regarda directement la caméra, comme s'il savait exactement où je serais en train de regarder. « Tu as été le seul à rester, le seul qui m'a vu comme un homme, pas comme un coffre-fort, le seul qui m'a tenu la main dans les nuits les plus sombres, qui m'a aidé à marcher quand mes jambes flanchaient, qui m'a écouté quand je répétais les mêmes histoires parce que ma mémoire n'était plus la même. » Je sentis un nœud dans ma gorge. Même en sachant ce qui allait suivre, les paroles de mon père me touchaient comme si je les entendais pour la première fois. C'est pourquoi, en pleine conscience et avec une conviction totale, je révoque mon testament antérieur et j'institue celui-ci. Rémi sera l'héritier majoritaire de tous mes biens, y compris le contrôle des actions du groupe Martin. Régine recevra une pension mensuelle à vie, comme détaillé dans le document. Philippe et Édouard recevront un pourcentage minoritaire des actions mais sans pouvoir de décision,
et une allocation mensuelle compatible avec leurs besoins, pas avec leur luxe. Il fit une pause pour respirer, visiblement fatigué. C'est ma décision finale, non par vengeance ou ressentiment, mais par justice. Parce que je sais que Rémi préservera ce que j'ai construit avec tant de sacrifices. Parce que je sais qu'il a le caractère que j'ai toujours essayé de vous inculquer à tous. Il regarda à nouveau directement la caméra. Mon fils, je sais que tu feras ce qui est juste. Pas pour moi, mais pour l'héritage que nous avons construit ensemble. La vidéo se termina, laissant la pièce dans un silence profond et lourd. Ce fut Édouard qui le brisa finalement, avec un rire amer. « Félicitations, Rémi, » dit-il en applaudissant lentement. « Tu as toujours été le petit saint, n'est-ce pas? Le fils parfait? Eh bien, j'espère que tu es satisfait maintenant. » « Ça ne va pas se passer comme ça, » dit ma mère en se levant. Son visage était un masque de fureur contenue. Nous allons contester ce testament. Charles n'était clairement pas sain d'esprit. La maladie, les médicaments. Régine. Intervint Mendonça. Je dois vous avertir que toute contestation serait extrêmement difficile. Monsieur Martin a pris toutes les précautions légales. La vidéo, les témoins, le moment de la signature, tout a été méticuleusement planifié pour éviter toute remise en question. Il a raison, maman, dit Philippe étonnamment calme maintenant. Il avait toujours été le plus pragmatique des deux. Papa nous a eus. Point final. Ma mère se tourna vers moi, ses yeux brûlants d'un mélange de haine et de peur. Peur de perdre tout ce qu'elle pensait être déjà à elle. Tu as planifié ça depuis le début, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu es resté à ses côtés, jouant le fils dévoué. C'était tout un plan pour prendre ce qui était à nous. J'ai gardé mon expression neutre, me souvenant encore une fois du conseil de mon père. La dignité avant tout. Non, maman. Je suis resté à ses côtés parce que c'était mon père et qu'il était mourant. Le reste était sa décision. Mais Mendonça ferma son ordinateur portable et commença à ranger les documents dans sa mallette. Je suggère que tout le monde prenne quelques jours pour digérer ces informations. Nous organiserons une réunion formelle la semaine prochaine pour discuter des détails du transfert des biens et des responsabilités. Il se dirigea vers la porte mais s'arrêta à côté de moi. « Rémi, pouvons-nous parler en privé demain? Il y a beaucoup de détails que nous devons régler. » J'ai hoché la tête, le regardant sortir. La pièce resta dans un silence pesant pendant quelques instants, jusqu'à ce qu'Édouard se lève également. « Eh bien, je suppose que cela conclut notre petite réunion de famille. Si vous permettez, j'ai besoin d'un verre. » Il sortit sans regarder en arrière. Philippe resta plus longtemps, m'étudiant avec une expression que je ne pus déchiffrer. Finalement, il soupira profondément. Il avait raison sur nous, tu sais. Sur moi, en tout cas. Je pensais qu'il ne découvrirait jamais. Il passa la main dans ses cheveux, un geste qui rappelait beaucoup notre père. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, Rémi? Nous jeter à la rue? » « Non, » répondis-je honnêtement. « Je vais respecter sa volonté. Vous aurez ce qu'il a déterminé, ni plus ni moins. » Philippe hocha lentement la tête, comme s'il s'attendait à cette réponse. « Tu as toujours été le meilleur d'entre nous, n'est-ce pas? Peut-être qu'il a fait le bon choix après tout. » Sur ce, il sortit également, me laissant seul avec ma mère. Elle resta assise, fixant la table vide devant elle. Soudain, elle paraissait beaucoup plus petite, beaucoup plus vieille. Le masque de contrôle et de sophistication qu'elle portait toujours s'était complètement effondré. « 26 ans, dit-elle finalement, sa voix presque un murmure. 26 ans mariée à ton père. J'ai construit toute ma vie autour de lui, j'ai renoncé à ma carrière, à mes rêves. Et maintenant? Maintenant je n'ai rien. » Je n'ai pas répondu immédiatement. Il était difficile d'éprouver de la sympathie pour elle après tout ce qui s'était passé, après la façon dont elle m'avait traité. Mais il était également difficile d'ignorer la vulnérabilité authentique qu'elle montrait pour la première fois depuis des années. « Tu as exactement ce que papa a voulu que tu aies, » dis-je finalement. « La sécurité pour le reste de ta vie. Une maison confortable. Plus que la plupart des gens n'auront jamais. » Elle leva les yeux vers moi, et pendant un instant, je vis quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. La peur. « Et toi? Qu'est-ce que tu vas faire de tout ce pouvoir? » C'était une question que je m'étais moi-même posée de nombreuses fois au cours des dernières semaines. Qu'allais-je faire des entreprises, de la fortune?
de la responsabilité que mon père avait placée sur mes épaules. Je vais honorer son héritage, répondis-je simplement. Et peut-être réparer certaines choses qui ont été brisées, il y a longtemps. Elle eut un rire sans joie, toujours l'idéaliste, tout comme ton père quand je l'ai connu. Elle se leva, lissant sa robe d'un geste automatique. Ce n'est pas fini, Rémi. Tu as peut-être gagné la bataille, mais la guerre. Il n'y a pas de guerre, maman, l'interrompis-je doucement. Juste une famille brisée qui, peut-être, avec du temps et des efforts, pourra être réparée. Elle me regarda longuement, comme si elle me voyait pour la première fois. Puis, sans un autre mot, elle se retourna et quitta la pièce, ses talons résonnant sur le sol en marbre comme un rappel du pouvoir qu'elle avait eu et qu'elle avait maintenant perdu. Je suis resté, là seul dans le bureau qui était maintenant le mien, entouré des livres et des objets que mon père avait chéris. J'ai senti sa présence autour de moi, comme s'il m'observait, attendant de voir ce que je ferais de ce qu'il m'avait confié. « Je ne te décevrai pas, papa, » promis-je à voix basse. « Ni moi-même. » 2 jours avant de mourir, mon père m'avait demandé de lui rendre visite dans son chalet privé, loin du manoir, hors de portée de la surveillance de ma mère. C'était un petit refuge à Chamonix que peu de gens connaissaient. Il était fragile, mais sa voix était ferme. Nous nous sommes assis près de la cheminée, et il a mis une enveloppe dans ma main me disant de ne pas l'ouvrir avant les funérailles. « Ils essaieront de t'effacer, dit-il. Mais je suis toujours ton père. » Le chalet, construit en bois et en pierre, avait été son refuge pendant des années. Un endroit où il pouvait échapper aux pressions de la vie professionnelle et familiale. Je suis arrivé là-bas cet après-midi froid de juin, conduisant ma propre voiture sur la route sinueuse des Alpes. L'air de la montagne était pur, vif, et portait l'arôme de pin que mon père aimait tant. Il m'attendait sur la terrasse, enveloppé dans une lourde couverture malgré le faible soleil de l'après-midi. Le cancer lui avait pris son poids, mais pas sa dignité. Son visage s'illumina quand il me vit, un sourire authentique qu'il montrait rarement au manoir. « Mon fils, » dit-il, sa voix plus forte que ce à quoi je m'attendais. « Je suis content que tu sois venu. Nous devons parler sans espion. » Je l'ai aidé à rentrer, et je l'ai installé près de la cheminée, où le feu crépitait doucement. Sébastien, le gardien qui s'occupait de la propriété depuis des décennies, nous a servi du café avant de se retirer discrètement. « Ta mère ne sait pas que je suis ici, » commenta-t-il en regardant les flammes. « Elle pense que je suis à l'hôpital pour d'autres examens. Ironique, n'est-ce pas? À la fin de ma vie, devoir mentir pour avoir un moment de paix. » Je n'ai pas répondu. Je n'ai jamais aimé dire du mal de ma mère, même en connaissant ses défauts. « Rémi, » commença-t-il, sa voix prenant un ton plus sérieux. « Ce que je vais te dire, ce que je vais te donner, va tout changer. Et j'ai besoin que tu comprennes pourquoi je fais ça. » Il but une gorgée de café, ses yeux ne quittant jamais les miens. « Quand j'ai commencé, je n'avais rien. Tu le sais, je suis venu de Dijon avec une valise et beaucoup de détermination. J'ai tout construit à partir de zéro, brique par brique. Les entreprises de construction, puis les promoteurs immobiliers, le secteur de la logistique. Tout avec un travail acharné et, oui, quelques concessions morales dont je ne suis pas fier. » Il était rare d'entendre mon père parler si ouvertement de ses affaires. À table, c'était toujours des histoires soigneusement filtrées, le succès sans les complications éthiques que tout grand empire commercial français rencontre inévitablement. J'ai connu ta mère alors que je commençais déjà à réussir. Elle était belle, ambitieuse, venait d'une bonne famille bourguignonne ruinée. Nous sommes tombés amoureux, ou du moins c'est ce que je croyais. Il fit une pause, perdu dans ses souvenirs. Les premières années ont été bonnes. Philippe est né, puis Édouard. Quand tu es arrivé, 7 ans plus tard, j'étais déjà un homme différent. Plus occupé, plus absent, mais aussi plus sage, je pense. Il s'installa dans son fauteuil, visiblement mal à l'aise. « Tu veux te reposer un peu ?» demandai-je, inquiet. « Non, » répondit-il fermement. « Je n'ai plus le temps de me reposer, mon fils. Je dois finir ça. » Il continua. « Avec le temps, j'ai réalisé que ta mère avait épousé l'homme d'affaires plus que l'homme. Philippe et Édouard ont suivi son exemple. Les réunions de famille sont devenues des réunions d'affaires. Anniversaires, remises, de diplômes.
Tout était une occasion de réseautage, de montrer l'Empire Martin, et j'ai permis cela. C'est ma plus grande faute. Mon père tendit la main et prit la mienne, ses doigts, fins et froids serrant avec une force surprenante. Mais toi, Rémi, tu as toujours été différent. Tu te souviens quand tu avais 10 ans et que tu as trouvé ce moineau blessé dans le jardin? Tu as passé des semaines à t'en occuper. Tu as construit une cage pour sa convalescence. Tu as étudié l'alimentation des oiseaux. Tes frères ont ri. Ta mère a appelé ça une perte de temps. Mais j'ai vu quelque chose de précieux là-dedans. Une compassion authentique. La capacité de se soucier de quelque chose au-delà de soi-même. Je me suis souvenu de cet été, du petit oiseau qui a finalement repris son envol vers la liberté. Ce fut l'une des rares fois où j'ai vu mon père vraiment fier de moi. Quand je suis tombé malade, continua-t-il, j'ai enfin eu le temps d'observer, de voir clairement ce que j'avais construit. Une entreprise solide, oui. Une fortune considérable, sans aucun doute. Mais une famille, une vraie famille, il secoua la tête lentement. Je n'en suis pas si sûr. Le soleil commençait à se coucher, projetant des ombres orangées dans le chalet. Sébastien entra silencieusement pour ajouter plus de bois au feu avant de se retirer à nouveau. Ces derniers mois, tu as été le seul à être vraiment présent. Pas seulement physiquement, mais émotionnellement. Le seul à me traiter comme un père, pas comme un PDG au bord de la retraite forcée. Sa voix se brisa un peu. Le seul à m'aider à marcher quand mes jambes flanchaient. Le seul à me tenir la main dans les pires nuits. Je sentis mes yeux s'embuer. Pas par apitoiement ou par orgueil, mais par la simple vérité de ses paroles. Je n'avais rien fait d'extraordinaire, juste ce que n'importe quel fils ferait pour son père. C'est alors qu'il sortit une enveloppe brune de la poche de sa robe de chambre. Elle semblait lourde, scellée à la cire rouge, une touche démodée, typique de mon père. « Ici se trouve mon vrai testament, » dit-il, sa voix maintenant presque un murmure. « Différent de ce que ta mère et tes frères connaissent, différent de ce que mes avocats à Paris ont enregistré. Celui-ci a été fait il y a 3 semaines, avec de nouveaux avocats, des témoins indépendants. » Je regardais l'enveloppe avec appréhension. « Papa, tu n'as pas besoin de faire ça. Je ne veux pas causer plus de division dans la famille. » « La division existe déjà, mon fils. Je n'ai simplement pas voulu la voir avant. » Il me tendit l'enveloppe. À l'intérieur, il y a aussi une clé USB. J'ai enregistré une vidéo expliquant tout, pour qu'il n'y ait aucun doute sur ma santé mentale ou mes intentions. À contre-cœur, je pris l'enveloppe. Elle semblait trop lourde pour sa taille, chargée non seulement de documents, mais du poids des conséquences à venir. « Ne l'ouvre pas maintenant, » m'a-t-il instruit. « Ouvre-la seulement après que tout sera terminé après les funérailles. Parce que connaissant ta mère, elle essaiera de t'exclure même de ça. » J'ai gardé l'enveloppe dans la poche intérieure de mon manteau, sans savoir à quel point ces paroles se révéleraient prophétiques. Nous avons passé le reste de cet après-midi à parler de choses plus légères. Des souvenirs de pêche, à Deauville, de la fois où il m'a emmené visiter la Camargue quand j'avais 12 ans, des livres que nous avions lus et discutés au fil des ans. Nous avons parlé comme un père et un fils, pas comme un héritier et un testateur. Ce fut le cadeau le plus précieux qu'il aurait pu me faire. Quand la nuit est tombée et qu'il était temps de retourner à Paris, il m'a serré dans ses bras avec une force surprenante. « Souviens-toi, Rémi, » dit-il à mon oreille, « le véritable héritage, ce ne sont pas les immeubles, les entreprises ou l'argent. C'est le caractère que tu construis, le bien que tu fais, les vies que tu touches. » Ce fut la dernière fois que je le vis vraiment lucide. Quand je suis retourné, au manoir le lendemain, il était déjà sous l'effet d'analgésiques plus forts entrant et sortant de la conscience, et 2 jours plus tard, il est parti. Après avoir été exclu des funérailles et avoir fait face au dédain de ma famille, je me suis souvenu de l'enveloppe. Je l'ai ouverte seule, dans le silence de ma chambre, les mains tremblantes. À l'intérieur se trouvait le testament comme il l'avait dit. Mais aussi une lettre manuscrite, chose rare à l'ère numérique, surtout pour un homme qui commandait ses entreprises avec une technologie de pointe. « Mon fils », commençait la lettre, écrite, avec l'écriture forte et légèrement inclinée que je connaissais si bien. « Et tu lis ceci, cela signifie que je suis parti et probablement que les choses se sont passées exactement comme je le craignais.
Ne te blâme pas, ne sois pas plus triste que nécessaire. Au lieu de cela, utilise ce que je te laisse comme des outils, pas comme des armes. La lettre continuait sur plusieurs pages. Mon père expliquait en détail non seulement ses décisions concernant l'héritage, mais aussi des secrets d'affaires que même les cadres les plus proches ne connaissaient pas. Des stratégies pour l'avenir, des pièges à éviter, des personnes en qui avoir confiance et d'autres dont il fallait se méfier. Sur la dernière page, son écriture semblait plus fatiguée, les lettres moins précises. « Rémi, tu as toujours été ma fierté silencieuse, le fils qui me ressemblait le plus, quand j'avais ton âge, avant que le monde ne m'endurcisse. Préserve cette humanité, elle est plus rare et plus précieuse que tout le reste. » J'ai inséré la clé USB dans mon ordinateur portable. Comme promis, mon père était là, assis dans le bureau de son chalet, enregistrant son testament en vidéo. Sa voix était claire, ses intentions sans équivoque. Il n'y avait aucun moyen de contester sa lucidité ou sa détermination. Quand j'ai fini de regarder, j'ai ressenti un étrange mélange de tristesse et de résolution. Mon père m'avait donné non seulement sa fortune, mais sa confiance. Pas seulement le pouvoir, mais la responsabilité. J'ai rangé soigneusement tous les documents. Ce n'était pas encore le moment de les révéler. D'abord, je devais comprendre pleinement ce qui se passait lors de la réunion du testament officiel, celui que ma mère et mes frères s'attendaient à être le définitif. Cette nuit-là, j'ai étonnamment bien dormi, comme si une partie du fardeau que je portais depuis la mort de mon père avait été allégée. Non par vengeance ou par pouvoir, mais par la certitude que je pourrais honorer sa mémoire de la manière qu'il souhaitait. Dans les jours qui ont suivi, l'atmosphère dans la maison a changé. Ma mère ne parcourait plus les pièces avec assurance. Elle parlait maintenant à voix basse, passait des appels derrière des portes closes. J'ai entendu mon nom sur ses lèvres plus d'une fois, mais jamais avec gentillesse. Mes frères m'évitaient complètement, leurs yeux contenant un mélange de confusion et de ressentiment croissant. Un matin, je l'ai trouvée debout dans le jardin, regardant la fontaine que mon père avait fait construire. Elle ne s'est pas retournée quand je me suis approché. « Il aurait dû changer d'avis », murmura-t-elle. « Il avait promis qu'il changerait. » Je n'ai rien dit. Il n'y avait rien à dire à une femme qui avait traité son fils comme un étranger. Sa douleur, si elle existait, était mêlée de contrôle, pas d'amour. Avant de partir, elle m'a regardé avec une clarté venimeuse. « Ce n'est pas fini, dit-elle. Mais ça l'était. Non pas parce que j'avais gagné quelque chose, mais parce que la seule personne que j'avais toujours voulu qu'elle me comprenne m'avait déjà compris. Et il m'avait laissé le dernier mot. » L'horloge du salon marquait 9 heures quand je suis descendu pour le petit déjeuner le lendemain matin. La table en chêne massif, où tant de petits déjeuners silencieux avaient eu lieu au fil des ans, semblait maintenant étrangement imposante, sans la présence de mon père. Madame Dubois, notre cuisinière depuis plus de 30 ans, a posé une tasse de café devant moi sans un mot, mais ses yeux transmettaient un mélange de compassion et de curiosité. Les nouvelles circulaient vite parmi les employés. « Merci, Madame Dubois, » dis-je, essayant de garder une contenance normale. « Papa disait toujours que votre café était le meilleur de Paris. » Elle sourit brièvement avant de retourner à la cuisine. Autrefois, nous aurions parlé davantage. Elle m'aurait parlé de son petit-fils qui venait d'entrer à l'université grâce à une bourse que mon père payait secrètement. Mais maintenant, il y avait une prudence dans l'air, comme si personne ne savait exactement quelle serait sa place dans le nouveau régime. Je terminais mon café quand ma mère est entrée dans la salle à manger. Elle portait un ensemble blanc, soie bleu marine, les cheveux impeccablement coiffés, un maquillage parfait, son armure quotidienne. Mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, une incertitude que je n'avais jamais vue auparavant. « Bonjour, Régine », dis-je calmement, utilisant délibérément son prénom. Elle hésita un instant, clairement mal à l'aise avec ma formalité. « Rémi », répondit-elle finalement, s'asseyant à l'autre bout de la table. « Je pense que nous devons parler. »« Je vous écoute », répondis-je, en gardant un ton neutre. Madame Dubois apparut avec une autre tasse de café, que ma mère accepta d'un signe de tête distrait. Nous avons attendu qu'elle sorte à nouveau. J'ai parlé à Mendonça hier soir, commença-t-elle, ses doigts tapotant légèrement le bord de la tasse. Il a expliqué les détails juridiques de la situation.
Et il semble que votre père ait été assez méticuleux. Elle but une gorgée de café, gagnant du temps. Mais il y a encore des questions à régler, des arrangements à prendre. Quel genre d'arrangement? Ses yeux rencontrèrent les miens directement pour la première fois. Rémi, soyons pratiques. Vous n'avez aucune expérience pour diriger un conglomérat de la taille du groupe Martin. Vous ne vous êtes jamais intéressé aux affaires comme vos frères. Votre père vous a peut-être donné le contrôle légal, mais vous avez besoin de moi, de Philippe, même d'Édouard, pour que cela fonctionne. C'était l'approche que j'attendais, le pragmatisme déguisé en préoccupation. J'ai essayé d'imaginer ce que mon père ferait en ce moment. Il sourirait probablement de cette manière énigmatique avant de retourner. La situation. Votre analyse est intéressante, répondis-je calmement. Étant donné que Philippe a détourné près de 15 millions au cours des 3 dernières années, par le biais de contrats surévalués, avec l'entreprise de construction de Mathieu Portel, son ami d'université, et qu'Édouard a utilisé les ressources de l'entreprise pour financer 3 start-up ratées, sans jamais en rendre compte correctement au conseil. Le visage de ma mère pâlit visiblement. Comment savez-vous? Papa savait tout, l'interrompis-je doucement. Il avait des auditeurs externes qui surveillaient chaque centime depuis des années. Tout est documenté dans le matériel qu'il m'a laissé. Elle posa la tasse avec une force excessive, renversant du café sur la nappe blanche. Une petite fissure dans le contrôle parfait qu'elle maintenait toujours. Vous ne comprenez pas comment fonctionne le monde réel, Rémi, dit-elle, sa voix se durcissant. Dans les affaires, surtout en France, il y a certaines flexibilités nécessaires. Votre père le comprenait. Oui, il le comprenait. Et il comprenait aussi la différence entre les flexibilités nécessaires et l'abus de confiance. J'ai gardé ma voix calme, mais ferme. Il m'a laissé des notes détaillées sur chaque montage, chaque détournement, chaque abus. Pas seulement de Philippe et Édouard, mais de plusieurs dirigeants. Y compris des détails sur ce compte en Suisse que vous pensiez qu'il ne connaissait pas. Cela l'a pris par surprise. Le masque de sang-froid se fissura visiblement, ses yeux s'écarquillant un instant avant qu'elle ne reprenne le contrôle. « Vous bluffez », dit-elle, mais sans conviction. Numéro de compte, 8I 702 83 445 11, Banque Hamilton Trust, ouvert en 2013 sous le nom de Régine Dubois, votre nom de jeune. Filé. Actuellement avec un peu plus de 2 millions d'euros. J'ai récité les détails que j'avais mémorisés de la documentation de mon père. Papa avait des amis dans des endroits que vous n'imaginez même pas. Ma mère resta silencieuse, pendant plusieurs secondes, son esprit traitant clairement cette nouvelle réalité. Quand elle parla à nouveau, sa voix avait un ton différent, non plus autoritaire, mais calculateur. Que voulez-vous alors? Nous exposer? Nous humilier? Détruire le nom de la famille que votre père a construit? Non, répondis-je honnêtement. Je ne veux rien détruire. Je veux reconstruire. Je veux honorer son héritage de la bonne manière. Et quelle serait cette manière? Demanda-t-elle, une note de sarcasme revenant dans sa voix. Transparence. Intégrité. Les valeurs qu'il a essayé de nous enseigner, mais qui ont été perdues à un moment donné. Je fis une pause, observant sa réaction. Demain, j'aurai une réunion avec le conseil exécutif. Je présenterai un plan de restructuration. Pas d'exposition publique, pas de scandale. Juste un nettoyage interne silencieux, mais complet. Et nous, vos frères, moi, où nous situons-nous dans votre noble plan? C'était une question juste. Malgré tout, ils étaient ma famille. Dysfonctionnels, corrompus, mais toujours ma famille. Vous aurez exactement ce que papa a déterminé dans le testament. Des actions minoritaires, des revenus garantis, mais sans pouvoir de gestion. Philippe et Édouard peuvent continuer à travailler dans les entreprises s'ils le souhaitent, mais à des postes supervisés, sans autonomie financière. Et, si nous refusons, je la regardai droit dans les yeux. Alors les audits deviendront publics. Et croyez-moi, ce n'est pas seulement votre réputation qui serait affectée. Il y a des questions là-dedans qui pourraient intéresser le parquet national financier et la police judiciaire. Le silence qui suivit fut lourd, chargé de décennies de secrets et de ressentiments. Finalement, ma mère se leva, lissant son ensemble de soie d'un geste automatique.
Vous ressemblez plus à votre père que je ne l'imaginais, dit-elle, et pour la première fois, cela ne sonna pas comme une critique. Cet après-midi-là, j'ai retrouvé Philippe dans le bureau qui avait été celui de notre père. Il était assis dans le fauteuil en cuir, regardant la vue de la ville à travers la fenêtre panoramique. Il ne semblait pas à l'aise là, comme si le meuble était trop grand pour lui. « Maman t'a raconté notre conversation ?» demandai-je en restant à la porte. Il se retourna lentement. Philippe avait toujours été le plus ressemblant à mon père physiquement. Grand, les épaules larges, le même menton fort. Mais il lui manquait cette présence, cette gravité, naturelle. « Elle m'a raconté, » répondit-il d'un ton las. « Alors tu sais, pour tout. » « Je sais. » Il laissa échapper un rire sans joie. « Tu sais ce qui est drôle ? Une partie de moi est soulagée. J'en ai marre de faire semblant de sauver les apparences. » Il montra les tableaux sur le mur, des photos de mon père inaugurant des chantiers, coupant des rubans, serrant la main de politiciens. J'ai toujours essayé d'être lui. J'ai toujours échoué. Je ressentis une compassion inattendue pour mon frère. Derrière l'arrogance et l'ambition, il y avait un garçon qui n'avait jamais réussi à répondre à des attentes impossibles. Personne ne pouvait être lui, répondis-je en entrant dans le bureau et en m'asseyant sur la chaise en face. Même lui n'était pas totalement la personne qu'il paraissait être. Et maintenant, tu vas être le nouveau Charles-Édouard Martin? L'héritier digne? Non, dis-je simplement. Je vais être moi-même. Et j'espère que tu pourras enfin être toi-même aussi, Philippe, sans les combines, sans la pression. Il m'étudia un moment, comme s'il essayait de déceler un piège dans mes paroles. Tu y crois vraiment? Que nous pouvons changer? Que cette famille peut être réparée? C'était une question que je me posais moi-même. Les dégâts étaient profonds, les blessures anciennes, mais je me suis souvenu de ce que mon père avait écrit dans sa lettre. Utilise ce que je te laisse comme des outils, pas comme des armes. Je ne sais pas, répondis-je honnêtement. Mais je pense que ça vaut la peine d'essayer. Dans les semaines qui ont suivi, la dynamique au sein du manoir a changé progressivement. Édouard a été le plus résistant au début, menaçant de procès et de scandales. Mais quand il a réalisé la solidité de ma position juridique et les preuves que j'avais, il a reculé à contre-cœur. Ma mère alternait entre des tentatives de manipulation et des moments surprenants de vulnérabilité authentique. Un soir, je l'ai trouvée dans le jardin d'hiver, regardant un vieil album de photos. C'était des images des premières années, de leur mariage quand il y avait peut-être un amour réel entre elle et mon père. « Nous étions heureux ici », dit-elle en montrant une photo d'eux sur la plage, jeunes et souriants, avant l'argent, avant que les entreprises ne deviennent si grandes. Nous n'étions qu'un couple normal avec de grands rêves. Je me suis assis à côté d'elle, voyant une version de ma mère que je n'avais jamais connue, une jeune femme. D'une vingtaine d'années, les cheveux lâchés au vent, un sourire authentique. « Que s'est-il passé ?» demandai-je doucement. Elle ferma lentement l'album. La vie est arrivée, le succès est arrivé, et à chaque réussite nous perdions un morceau de ce que nous étions. Elle me regarda avec des yeux fatigués. « Fais attention, Rémi, le pouvoir change les gens. Il a changé ton père, il m'a changé, il peut te changer aussi. » C'était un avertissement sincère, peut-être le premier acte véritablement maternel qu'elle m'avait offert depuis des années. Je suis resté avec elle en silence, regardant la nuit tomber sur le jardin que mon père avait personnellement dessiné. Des semaines ont passé et les formalités légales ont été finalisées. La maison, les comptes, même les titres de propriété, tout a été transféré, exactement comme mon père l'avait instruit. Je n'ai rien vendu. Je ne les ai pas expulsés. J'ai parcouru chaque couloir et je me suis souvenu de ce que c'était que d'y être invisible. Puis j'ai commencé à changer les choses. J'ai transformé son bureau en une salle de lecture. J'ai gardé les anciens outils dans la remise exactement où ils étaient, et j'ai construit un jardin derrière la maison, comme celui dont il parlait quand j'étais enfant. Je n'ai pas fait ça pour me vanter. Je l'ai fait parce que j'avais enfin le pouvoir de préserver ce qui comptait, de protéger sa mémoire de ceux qui ne voulaient que sa richesse. Parfois, quand le vent change, je l'entends, encore dans la maison, sa voix basse, calme, disant qu'il est fier.
Et pour la première fois de ma vie, je le crois. Non pas parce qu'il l'a dit, mais parce qu'il l'a montré, de la seule manière qu'un père peut le faire. Le soleil du matin filtrait à travers les fenêtres de la bibliothèque qui était autrefois le bureau principal de mon père. J'avais enlevé l'imposant bureau en jacaranda et les fauteuils en cuir, les remplaçant par des étagères de livres allant du sol au plafond, des fauteuils confortables et une table basse faite d'un tronc de chêne. Les livres que mon père gardait cachés dans son chalet de Chamonix, littérature française, philosophie, poésie, occupaient désormais une place de choix à côté des volumes d'économie et de droit qu'il avait toujours exposés publiquement. Je me suis assis dans le fauteuil près de la fenêtre, observant les jardins de la propriété. Les jardiniers travaillaient dans la nouvelle zone que j'avais conçue, un espace inspiré des descriptions que mon père faisait du verger de ses grands-parents en Bourgogne. Des arbres fruitiers indigènes, un petit ruisseau artificiel, des bancs en bois stratégiquement placés à l'ombre des manguiers. Monsieur Joseph, le jardinier en chef qui travaillait pour la famille depuis plus de 20 ans, avait reçu le projet avec des larmes aux yeux. « Monsieur votre père parlait toujours de ce jardin », m'avait-il dit. Il disait qu'un jour il le construirait quand il aurait le temps. Le temps, la seule chose que mon père, avec tout son argent et son pouvoir, n'avait pas pu acheter. Le bruit de pas interrompit mes pensées. C'était Marthe, la nouvelle secrétaire que j'avais engagée pour m'aider dans la transition. « Monsieur Rémy, les directeurs sont déjà dans la salle de réunion, informa-t-elle. Et May Mendonça est également arrivée. « Merci, Marthe. J'y serai dans 5 minutes. » Quand elle est partie, j'ai pris le dossier avec les documents que j'avais préparés ces dernières semaines. Le plan de restructuration du groupe Martin était ambitieux, mais nécessaire, non seulement pour corriger les dérives du passé, mais pour orienter les entreprises vers un avenir plus aligné avec ce que mon père valorisait vraiment, bien qu'il le montre rarement en public. La salle de réunion principale se trouvait au dernier étage de l'immeuble du siège sur les Champs-Élysées. Les murs de verre offraient une vue panoramique de Paris, une ville pour laquelle mon père avait un amour compliqué. Elle est laide, chaotique et impitoyable, avait-il l'habitude de dire. Mais elle a une énergie que je n'ai trouvée nulle part ailleurs dans le monde. Quand je suis entré, 12 visages se sont tournés vers moi. Directeurs exécutifs, vice-présidents, le chef du service juridique. Certains me connaissaient depuis l'enfance, d'autres seulement de vue. Pour la plupart, j'étais juste le plus jeune fils de Charles-Édouard Martin, celui qui avait choisi de ne pas suivre les traces de son père, celui qui préférait étudier la littérature et l'histoire plutôt que la gestion ou le droit. Mecca. Mendonça se leva pour me saluer, sa poignée de main ferme transmettant un soutien silencieux. Au cours des dernières semaines, il était devenu un allié inattendu, m'aidant à naviguer dans le labyrinthe corporatif que mon père avait construit. « Messieurs, mesdames », commençai-je en m'asseyant en bout de table, à la place qui avait toujours été celle de mon père. Je vous remercie de votre présence à cette réunion extraordinaire. Comme vous le savez, nous traversons une période de transition importante après le décès de mon père. Je fis une pause, observant les réactions. Curiosité, appréhension, quelques regards sceptiques. Le groupe Martin a été construit sur 4 décennies par Charles-Édouard Martin. Beaucoup d'entre vous ont été avec lui depuis le début, d'autres nous ont rejoints en cours de route. Tous ont contribué au succès de nos entreprises. Richard Dubois, directeur financier depuis 15 ans, tout sauta nerveusement. Il était l'un de ceux qui connaissèrent les combines de Philippe, peut-être l'un des facilitateurs. Cependant, continuai-je, un audit détaillé de nos opérations a révélé des pratiques qui ne sont pas alignées avec les valeurs fondamentales que nous souhaitons pour l'avenir du groupe. Un murmure parcourut la salle. J'ai ouvert le dossier et distribué des copies d'un document de plusieurs pages. Ceci est le nouveau code de gouvernance et d'éthique du groupe Martin. Ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas un exercice de relations publiques. C'est le nouveau fondement sur lequel nous reconstruirons nos opérations. Pendant les 40 minutes suivantes, j'ai exposé les changements. Une nouvelle structure de conformité, un audit externe permanent, une politique de tolérance, 0 pour les manquements à l'éthique. Des programmes de responsabilité sociale allant au-delà du minimum requis par la loi. À chaque nouveau point, j'observais les expressions changer, de la surprise à l'inquiétude, du scepticisme au respect réticent.
Certains d'entre vous se demandent peut-être pourquoi je fais cela, dis-je en approchant de la fin de la présentation. Pourquoi ne pas simplement maintenir le statu quo, récolter les bénéfices et ignorer les problèmes, comme beaucoup le feraient à ma place? Je regardais par la fenêtre un instant vers l'horizon infini des bâtiments. Mon père a construit cet empire à partir de rien, avec détermination et sacrifice. Mais en cours de route, certaines choses importantes se sont perdues. La vision, originale, le but qui allait au-delà du profit. Il l'a réalisé à la fin, trop tard pour corriger personnellement. C'est le véritable héritage qu'il m'a laissé. Non pas le contrôle des entreprises, mais la chance de restaurer leur âme. Richard Dubois tout sauta à nouveau. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur Rémy, ces changements pourraient affecter de manière significative les bénéfices à court terme. Les actionnaires. Les actionnaires majoritaires, l'interrompis-je doucement, c'est moi et la succession de mon père. Et nous approuvons pleinement ces changements. La réunion se termina par un mélange de résistance voilée et d'acceptation réticente. Je savais que ce ne serait pas facile, qu'il y aurait de l'opposition, des tentatives de sabotage. Mais je savais aussi que j'avais la loi et la vérité de mon côté, des armes puissantes lorsqu'elles sont utilisées avec sagesse. Dans les semaines qui ont suivi, le manoir de Neuilly a subi des transformations subtiles mais significatives. Je n'ai pas changé la structure, respectant l'architecture que mon père appréciait tant, mais j'ai apporté de la lumière et de la vie à des espaces qui étaient restés formels et impersonnels pendant des années. Ma mère continuait d'y vivre, bien qu'elle passe plus de temps dans son appartement à Paris. Philippe avait accepté son nouveau poste dans l'entreprise, sans autonomie financière, mais avec un titre toujours respectable. Édouard, après une crise de colère initiale, a décidé d'utiliser sa part de l'héritage pour recommencer, cette fois sans les raccourcis éthiques qui avaient caractérisé ses entreprises précédentes. Un dimanche après-midi, près de 6 mois après la mort de mon père, j'ai reçu une visite inattendue. J'étais dans le nouveau jardin supervisant l'installation d'un banc en bois sous un manguier fraîchement planté, quand M. Joseph annonça « Monsieur Rémy, Madame Régine demande à vous parler. » J'ai trouvé ma mère sur la terrasse, vêtue avec une simplicité inhabituelle, un pantalon en lin, un simple chemisier blanc, les cheveux attachés en un chignon bas. Elle semblait plus âgée, plus vulnérable, mais aussi plus authentique que je ne l'avais jamais vue. « Le jardin devient magnifique », commenta-t-elle quand je me suis approché. « Charles aurait aimé. »« Merci », répondis-je en m'asseyant sur la chaise à côté d'elle. J'ai essayé d'être fidèle aux descriptions qu'il donnait. Nous sommes restés silencieux quelques instants, observant les oiseaux qui commençaient à découvrir le nouvel habitat créé dans le jardin. « J'ai reçu des nouvelles de Paris, » dit-elle finalement. « L'appartement est prêt. J'ai décidé de m'y installer de façon permanente. » Ce n'était pas une surprise. Ces derniers mois, notre cohabitation avait été civilisée mais distante. « Je comprends, » répondis-je. « Mais sachez que cette maison sera toujours la vôtre aussi, si vous souhaitez revenir. » Elle me regarda, avec une expression que je ne pus déchiffrer complètement, un mélange de regret, de respect réticent, et peut-être une touche de fierté. « Vous savez, Rémy, je n'ai pas été une bonne mère pour vous, » dit-elle brusquement. « Je n'ai jamais compris pourquoi vous étiez si différent de vos frères, si semblable à Charles quand je l'ai connu, avant que tout ne change. » C'était la confession la plus honnête qu'elle ait jamais faite, la reconnaissance la plus proche d'excuses que je recevrais probablement. « Nous avons encore le temps, » répondis-je simplement. « Les choses changent, les gens aussi. » Elle hocha lentement la tête, se levant. « J'ai quelque chose pour vous. J'ai trouvé ça dans les vieilles affaires de votre père. » Elle me tendit une petite boîte en bois. À l'intérieur se trouvait une vieille montre de poche en argent, avec une inscription au dos, « Pour mon fils Charles, que le temps soit toujours ton allié. Joseph Édouard Martin, 1950. » C'était celle de son père, expliqua ma mère. Votre grand-père que vous n'avez jamais connu. Charles la gardait mais ne la portait jamais. Il disait que c'était le souvenir d'une promesse qu'il n'avait pas réussi à tenir, être présent, valoriser ce qui compte vraiment. Je tenais la montre, sentant son poids,
imaginant mon grand-père la remettant à mon père, les espoirs et les rêves qui accompagnaient le cadeau. Je pense qu'elle est maintenant là où elle devrait être, conclut-elle, avec quelqu'un qui comprend sa vraie valeur. Après le départ de ma mère pour Paris, la vie a trouvé un nouveau rythme. Les entreprises se sont progressivement adaptées au changement, certains cadres sont partis, d'autres ont adopté la nouvelle philosophie. Le jardin a fleuri, attirant papillons et colibris, devenant une petite oasis au milieu du béton parisien. Un après-midi, près d'1 an après la mort de mon père, j'ai reçu la visite d'un homme âgé que je ne connaissais pas. Albert Lemoine, se présenta-t-il, un vieil ami de mon père du temps où il avait débuté dans le bâtiment. Je suis venu parce que Charles me l'a demandé, expliqua-t-il, alors que nous marchions dans le jardin. Avant de mourir, il m'a fait promettre de venir voir comment les choses se passaient 1 an plus tard. Il voulait savoir si vous aviez réussi. Réussi quoi? Le vieil homme sourit, ses yeux brillants de vieux souvenirs. À équilibrer les 2 mondes, les affaires et l'humanité, le pouvoir et la compassion. C'est ce qui a toujours défié votre père, vous savez. Il pouvait être brillant en affaires, impitoyable quand c'était nécessaire, mais il a gardé cette flamme de décence allumée, même quand ce n'était qu'une faible braise. Nous nous sommes arrêtés sous le manguier où le banc avait été installé. De là, nous pouvions voir toute l'étendue du jardin et en arrière-plan, la ville qui s'étendait jusqu'à l'horizon. « Et qu'en pensez-vous » demandai-je. « Ai-je réussi » Il observa le jardin, puis regarda la maison, les changements subtils que j'avais mis en œuvre, préservant l'essence mais apportant plus de vie, plus de chaleur. « Je pense que vous êtes sur la bonne voie », répondit-il finalement. « Charles serait fier, non pas pour l'argent ou le pouvoir que vous avez conservé, mais pour l'homme que vous devenez. » Quand M. Lemoine est parti, je suis resté assis, sur le banc pendant un long moment, sentant la brise de l'après-midi, écoutant les bruits de la ville au loin. J'ai sorti de ma poche la montre de mon grand-père, maintenant restaurée et en état de marche. Le temps avançait, constant et implacable, mais aussi guérisseur. Parfois, dans les matins silencieux ou les nuits tranquilles, je sentais la présence de mon père dans la maison. Non pas comme un fantôme ou une superstition, mais comme une continuité. Un écho de valeurs et d'espoir qui transcendait la mort physique. Le véritable héritage, réalisai-je, n'était pas les immeubles, les entreprises ou les comptes en banque. C'était la chance de faire mieux, d'apprendre des erreurs du passé, de construire quelque chose qui durerait non seulement en béton et en acier, mais en vie touchée et en valeur préservée. Et dans cette compréhension, j'ai trouvé la paix. Non pas parce que j'avais gagné une bataille familiale ou prouvé ma valeur, mais parce que je comprenais enfin ce que mon père avait essayé de m'enseigner toute sa vie, que le caractère, en fin de compte, est le seul patrimoine qui compte vraiment. « Merci, papa », murmurai-je au jardin, au vent, à la mémoire qui restait vivante dans chaque choix que je faisais. « Je promets de ne pas gaspiller ce que tu m'as laissé. » Et quelque part, au-delà de l'horizon des gratte-ciel, au-delà des limites de ce que nous pouvons voir ou comprendre, peut-être a-t-il entendu. Peut-être a-t-il souri, enfin en paix, sachant que son véritable héritage était en sécurité entre les mains du Fils qu'il avait toujours connu mieux que quiconque.